Mesdames et messieurs, en vos grades, fonctions et qualités, avant toute chose, permettez-moi d'associer mes remerciements à ceux qui vous ont déjà été adressés par les orateurs précédents, remerciements dédiés tout spécialement à vous qui avez choisi Nice pour ce congrès qui est aussi une façon de rendre hommage aux victimes des attentats en général et des attentats de Nice en particulier. C'est un sujet difficile que vous allez appréhender de manière pluridisciplinaire et c'est ce qui fera sans doute la richesse de vos travaux. Et en ce qui me concerne, vous m'avez fait l'honneur de me demander de présenter quelques réflexions juridiques sur l'environnement du terrorisme, et je le ferai en qualité de président de l'Association française de droit de la sécurité et de la défense, qui regroupe un certain nombre d'académiques et de praticiens qui réfléchissent dans le cadre de ce think tank sur des questions de sécurité nationale, de sécurité intérieure, de défense, et sur des questions en particulier de prévention et de lutte contre le terrorisme. Alors, je le ferai en prenant l'exemple français. La France est confrontée au défi du terrorisme de manière très nette, et ce depuis plusieurs années. Il y a le terrorisme tel qu'il est défini par le Code pénal, par l'article 421-1 du Code pénal, mais il y a des terroristes, des motivations terroristes qui sont extrêmement variées et qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Nous sommes passés de motivations territoriales, de motivations politiques, à des motivations qui sont devenues plus religieuses. Le terrorisme est en France, comme dans d'autres États, devenu un enjeu majeur de sécurité nationale, c'est-à-dire un enjeu qui va mobiliser à la fois des moyens policiers, mais également des moyens militaires. La transversalité, elle se fait sur ce terrain-là aussi, pour appréhender le terrorisme à la fois dans un cadre intérieur aux États, avec une possibilité de projeter les enjeux à l'extérieur des États quand il faut intervenir, par exemple, en Afrique ou au Levant. Nous avons adopté en France une stratégie de sécurité nationale qui est définie par le Code de la défense et qui recoupe en très grande partie ce que nous connaissions déjà sous l'intitulé d'intérêts fondamentaux de la nation et de sûreté de l'État. Alors ces appellations ont une portée juridique, mais elles peuvent aussi occulter ce qui va vous retenir pendant ces 2 jours. Sûreté de l'État, intérêts fondamentaux de la nation, c'est peut-être un peu faire passer au second plan l'existence des victimes, justement. Il y a une façon d'appréhender le terrorisme, aussi bien sous un angle préventif que répressif, en se disant on protège l'État. Mais l'État, c'est d'abord, quel que soit l'État concerné, un ensemble de femmes et d'hommes qui ont le droit d'être protégés contre la menace terroriste, et si malheureusement la menace prend forme, se concrétise, ces victimes ont aussi le droit d'obtenir la reconnaissance et la vérité judiciaire. Toujours est-il que cet enjeu de sécurité nationale a incité le législateur français à faire bouger les lignes. En France, nous avons une distinction entre le préventif, la police administrative, et la police administrative, et le répressif, la police judiciaire. Je vais vous expliquer en quelques mots combien cette distinction a été bouleversée
par la montée en puissance du terrorisme. J'organiserai mon propos en 2 temps, en vous expliquant, pour commencer, que nous avons adapté prudemment l'organisation des acteurs de la lutte et de la prévention du terrorisme, et puis nous avons fait évoluer en profondeur notre droit. Ça sera le second temps de mon propos. Premier temps, donc, une adaptation prudente des acteurs que j'appréhenderai sous l'angle politique et sous l'angle opérationnel. L'angle politique, c'est l'angle de la décision, c'est l'angle de l'exercice de l'autorité. Qui décide, qui agit? Nationalement, la menace terroriste étant devenue tellement importante, nous avons intégré cette dimension dans la sphère du président de la République lui-même, avec un coordonnateur national au renseignement et à la lutte contre le terrorisme. Ce coordonnateur national s'appuie lui-même sur un Conseil national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme qui est placé auprès du Conseil de défense et de sécurité nationale, présidé par le président de la République et qui regroupe le Premier ministre, les ministres compétents, mais également les directeurs des services de renseignement et des forces publiques de sécurité. Ajoutez à cela, pour inscrire nos actions dans une logique interministérielle, un comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, car la radicalisation, qu'elle soit politique ou religieuse, est naturellement l'un des moteurs du passage à l'acte terroriste. Nous n'avons pas, en revanche, en France pour le moment, et malgré des appels en ce sens, fait le choix de créer un ministère de la Sécurité nationale. Nous avons préféré conserver la distinction classique ministère des Armées, ministère de l'Intérieur, même si les 2 ministères travaillent étroitement en collaboration en matière de prévention et au contact du ministère de la Justice dès lors qu'il s'agit d'appréhender le phénomène sous l'angle répressif. Localement, permettez-moi d'insister sur le rôle des maires, qui sont, pour différentes raisons, confrontés à la menace terroriste en première ligne. En première ligne avec leur police municipale, en première ligne avec leurs travailleurs sociaux, en première ligne avec les informations qui peuvent leur parvenir ou qui d'ailleurs ne leur parviennent pas. Voilà pourquoi des maires, ces dernières années, ont demandé à pouvoir accéder à des informations confidentielles, ce que nous appelons en France les fiches S, pour connaître l'état des menaces plus précisément sur le territoire de la commune. En l'état actuel des choses, l'État, parce qu'il est prééminent en matière de police, en matière de sécurité, est extrêmement prudent quant à ce partage d'informations avec les maires, même si des progrès ont été faits en la matière. Il faudra quand même se poser la question de savoir si l'existant suffit et s'il ne faudra pas aller un petit peu plus loin. J'en viens maintenant à l'échelon opérationnel. Pour dire que, en France comme ailleurs, nous avons dû structurer notre communauté du renseignement pour mieux appréhender la menace terroriste. Nous avons créé une académie du renseignement. Nous avons réorganisé notre direction générale de la sécurité intérieure. Nous avons réorganisé notre renseignement territorial autour de la police et de la gendarmerie nationale qui joue un rôle de premier plan.
Nous avons aussi réorganisé la justice. Il a été question tout à l'heure du rôle extrêmement important joué par le parquet national antiterroriste, mais nous pourrions y ajouter le rôle désormais confié au Conseil d'État, à la juridiction administrative, dans le cadre d'une formation spécialisée du contrôle des activités de renseignement, et pour laquelle nous nous rendons compte que cette formation spécialisée rend un certain nombre de décisions, souvent en lien avec des techniques de renseignement qui sont utilisées pour la prévention du terrorisme. Après avoir vu les acteurs, j'en viens à l'évolution de notre droit, une évolution qui depuis quelques années est une évolution qui a bouleversé nos concepts juridiques, bouleversé en profondeur notre droit. 2 points à aborder rapidement. Une première évolution pour vous dire que le terrorisme nous a conduit à banaliser l'exceptionnel. L'autre point, pour vous dire à quel point nous menons une réflexion extrêmement rapide, accélérée, en matière d'utilisation de technologies de sécurité sur lesquelles vous reviendrez un peu plus tard dans ce colloque. La banalisation de l'exception. Ce point me paraît très important pour nos démocraties libérales, pour nos États de droit. En réponse aux attaques terroristes qui nous ont frappés, nous avons en France appliqué un régime juridique d'exception qui est l'état d'urgence. Nous l'avons appliqué, contrairement à la philosophie même de l'état d'urgence, de manière prolongée, là où l'état d'urgence a été pensé par ses concepteurs comme un régime limité dans le temps. L'application prolongée de l'état d'urgence a eu une autre conséquence. L'état d'urgence s'est banalisé dans notre droit. Je veux dire par là que des mesures d'exception sont devenues des mesures de droit commun avec un effet important sur l'exercice, les contours de nos libertés fondamentales. Cet état d'urgence banalisé a eu concrètement pour effet de revoir les lignes de partage entre la prévention d'un côté et la répression de l'autre. En d'autres termes, la police administrative est quasiment devenue une police répressive quand la police judiciaire est devenue de son côté une police plus préventive avec des infractions qui sont des infractions qui visent à prévenir le passage à l'acte. De ce fait, le juge judiciaire dont il a été beaucoup question dans l'environnement des attaques terroristes, ce juge judiciaire doit désormais travailler aussi avec le juge administratif qui a été érigé en gardien des libertés fondamentales. Et cela se retrouve, et ça sera le dernier point de mon propos, en matière d'utilisation des technologies de sécurité. Pour constater la montée en puissance de ces technologies, mais pour aussi considérer que nous ne pouvons pas appréhender la lutte contre le terrorisme uniquement à travers le prisme technologique. Les technologies sont une aide, un soutien, mais un soutien apporté à nos forces de sécurité. L'humain reste au cœur de la lutte contre le terrorisme.
Ces technologies, vous les connaissez, elles sont discutées dans vos États respectifs. Il est question de reconnaissance faciale, il est question de drones, il est question d'algorithmes placés sur Internet pour capter les signaux faibles. Il est question de surveillance de masse ou de surveillance ciblée par une intelligence artificielle qui identifierait les risques. Ces technologies ont été intégrées dans notre code de procédure pénale pour permettre à nos forces de sécurité de les employer. Elles ont été aussi ouvertes à l'usage de nos services de renseignement par le code de la sécurité intérieure. Alors, bien évidemment, pour le moment, nos États sont prudents quant à l'utilisation de ces technologies qui sont toutes justifiées par l'idée de ne pas avoir plus de victimes. Cette idée selon laquelle, au nom de la lutte contre le terrorisme, au nom du droit à protéger les femmes et les hommes sur nos territoires, nous pourrions aller plus loin sur l'intégration de ces technologies dans le fonctionnement de nos démocraties libérales. Se posera néanmoins la question de l'équilibre traditionnel, mais extrêmement difficile à trouver, entre sécurité et liberté, parce que la sécurité, nous la devons à nos concitoyens, la liberté, nous la devons aussi, mais le meilleur moyen de concilier sécurité et liberté, c'est encore de rappeler que justement, la sécurité est la première de nos libertés. Je vous remercie.